Alors, on a vu les différents points concernant les dossiers enfants. On va regarder rapidement quelques points sur le passage à l'âge adulte. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une formation centrée sur les enfants. Simplement, à partir de 16-17 ans, il faut commencer à se poser quelques questions. Et on va regarder là les éléments de transition les plus importants. Donc un premier point important, c'est la tutelle et la curatelle. C'est le point A4 du dossier MDPH qui s'appelle représentant légal. Donc la tutelle, la curatelle, ce sont des formes de protection juridique des personnes majeures, donc à partir de 18 ans. La tutelle, la curatelle sont prononcées par le juge des tutelles. En priorité, la tutelle ou la curatelle va être exercée par la famille, mais si la famille, pour une raison ou une autre, ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire, elle peut être exercée par un organisme de tutelle. Donc il y a en fait plusieurs modalités. Il y a la curatelle simple, la curatelle renforcée et la tutelle. Donc elles vont se différencier selon le degré de contrainte appliqué aux actions de la personne majeure. Ça va concerner aussi bien la gestion des biens, donc de l'argent, entre autres, la gestion de la santé de la personne, la possibilité de se marier, de conclure un PACS, le droit de vote, les droits civiques. La mise sous tutelle ou la mise sous curatelle n'est pas obligatoire, mais elle va permettre de protéger la personne handicapée majeure qui est vraiment en difficulté pour gérer son quotidien et pour gérer son argent. Alors, on va regarder maintenant un peu l'AAH et les compléments. C'est le point H du dossier, demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources. AAH, allocation adulte handicapé. Donc l'AAH, c'est une aide financière qui va permettre d'assurer un revenu minimum à la personne handicapée adulte. Il y a des conditions d'âge, c'est à partir de 20 ans ou éventuellement à partir de 16 ans si la personne handicapée n'est plus considérée à la charge de ses parents. Il y a également des conditions liées au taux d'incapacité. Donc on peut avoir une AAH de droit si on a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Il faut en faire la demande, c'est comme pour la carte d'invalidité. On peut l'avoir de droit, mais il faut la demander. Et on peut avoir une AAH sous condition si on a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Donc ça s'appelle AAH RSDAE. RSDAE, ça signifie restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ça signifie que la personne handicapée doit avoir une réelle restriction pour accéder à une activité professionnelle à cause de son handicap. Et que cette restriction doit avoir une durée prévisible de plus d'1 an. Contrairement aux allocations enfants, l'AAH est soumise à des conditions de ressources. Donc les ressources qui sont prises en compte, ça va être les ressources de la personne handicapée et de la personne avec qui elle vit en couple, qu'elle soit mariée ou non. Mais pas de ses parents. Par exemple, si une personne handicapée habite avec ses parents, les ressources des parents ne seront pas prises en compte. Donc les ressources qui sont prises en compte pour l'AAH sont les ressources de l'année L-2, donc 2 ans auparavant. Donc les plafonds, pour vous donner des idées, pour une personne seule, il y a un plafond de 9 600 € de revenus par an environ. Et pour un couple avec 2 enfants, il y a un plafond de 28 800 € par an environ. Alors, il faut faire attention parce que la MDPH peut notifier l'AAH, mais c'est à la CAF ensuite de vérifier les conditions. Donc, la MDPH peut vous avoir fait une notification d'AAH, mais la CAF ne pas vous la verser parce que vous dépassez les plafonds. Ou alors, vous pouvez recevoir une AAH différentielle. Alors, le montant de l'AAH actuellement est d'environ 800 € par mois. L'AAH peut être assortie de 2 compléments. Il y a un complément qui s'appelle le complément de ressources, qui a un montant de 179 € par mois. Donc la demande pour ce complément de ressources est à faire dans le dossier MDPH. Il y a quelques conditions. Il faut avoir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Il faut avoir une capacité de travail estimée par la CDAPH à moins de 5%. Et il faut avoir un logement indépendant. Il y a un deuxième complément qui peut venir en sus de l'AAH, c'est la majoration pour la vie autonome, qui a un montant un petit peu inférieur, de 104 €. Pour celle-ci, il n'y a pas de demande spécifique à faire. Elle va être attribuée automatiquement par la CAF si la personne reçoit l'AAH et remplit les conditions. Donc les conditions, elles sont là. C'est d'avoir un taux d'incapacité d'au moins 80%, de disposer d'un logement et de toucher une aide au logement, et de ne pas recevoir de revenus d'une activité professionnelle.
Alors, ces deux compléments ne sont pas cumulables. On peut recevoir soit le complément de ressources, soit la majoration pour la vie autonome. Il faut faire attention parce que l'AAH peut faire basculer au-dessus de certains seuils pour les prestations sociales, donc au-dessus du seuil de la CMU gratuite, donc il faut bien vérifier les plafonds. Au-dessus du seuil pour la CMU complémentaire, c'est possible aussi. Sachant que le risque, si on n'a pas de CMU complémentaire, même quand on a une ALD, une affection longue durée par la sécurité sociale, on en parlera un peu après, c'est qu'on risque, si on est hospitalisé, de devoir payer un forfait journalier. Donc c'est important dans ce cas-là, si on n'a pas de CMU complémentaire, de souscrire une mutuelle. Alors, on avait vu dans le dossier enfant la PCH, donc c'est aussi valable pour les adultes. C'est une allocation qu'on peut toucher en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. On avait vu, c'est le point F du dossier MDPH. Le fonctionnement est le même, en gros, pour les adultes et pour les enfants. Le barème est quand même un peu plus adapté aux adultes qu'aux enfants, mais ça reste pas très adapté pour les adultes avec autisme. Alors, la PCH est cumulable avec l'allocation adulte handicapé, alors qu'elle n'est pas cumulable, on l'avait vu pour les enfants, avec le complément de l'AEH. Alors maintenant, on va regarder un peu l'orientation professionnelle. C'est le point I du dossier MDPH, la demande relative au travail, à l'emploi et à l'orientation professionnelle. Il y a différents points. La première chose, c'est ce qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc cette RQTH peut être attribuée quel que soit le taux d'incapacité. Même avec un taux inférieur à 50%, c'est possible de l'avoir. Ça ouvre droit à des accompagnements spécifiques, par exemple par Cap Emploi ou par des services spécialisés de Pôle Emploi. Ça permet éventuellement d'avoir accès à des formations de rééducation et de réadaptation. Bon, ça c'est du côté du salarié. Du côté de l'employeur, ça lui permet d'avoir des aides à l'embauche ou à l'aménagement du poste de travail, ainsi qu'au maintien dans l'emploi. Il existe aussi une prime de reclassement qu'on peut demander dans le dossier MDPH. C'est une petite prime de 100 € qui peut être versée à un travailleur handicapé qui vient de terminer une formation. Ça va servir à l'achat des fournitures nécessaires à la reprise d'activité, des vêtements ou du matériel pour son métier. Il y a aussi l'orientation professionnelle qui est importante. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a l'orientation en milieu ordinaire de travail, donc ça veut dire dans une entreprise classique ou dans une entreprise adaptée. Et il y a l'orientation en milieu protégé, donc dans les ESAT. C'est les centres d'aide par le travail qu'on appelait auparavant les CAT. Donc les ESAT, ce sont des établissements médico-sociaux qui sont des lieux de travail protégés. Et c'est pour les personnes avec un handicap qui ne sont pas en mesure de travailler en milieu ordinaire. On peut aussi, dans le dossier MDPH, faire une demande de reclassement, c'est-à-dire une demande de formation en CRP, Centre de rééducation professionnelle. Donc les CRP, ce sont aussi des établissements médico-sociaux qui vont permettre à des personnes avec reconnaissance de handicap d'entrer dans une formation. Donc il y a plusieurs critères. Alors on peut soit avoir une inaptitude à son métier de référence, ou avoir un handicap psychique, ou être une personne de moins de 30 ans qui n'a jamais travaillé. Il faut l'un de ces trois critères pour pouvoir entrer en CRP. Et ensuite, ce sera soumis évidemment à accord de la CDAPH. Donc ce sont des formations qui sont rémunérées. Il y a différents types de formations. Il y a des formations de remise à niveau et d'élaboration du projet professionnel, et il y a des formations qualifiantes de différents niveaux. Un autre point concernant les adultes, ça va être l'orientation en établissement médico-social. C'est le point J, demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Donc, je vais vous lister rapidement les principaux établissements pour adultes. Il y a les CAJ, centres d'accueil de jour, qui, comme leur nom l'indique, accueillent des personnes en journée. Il y a les foyers d'hébergement, qui les accueillent la nuit. Il y a les femmes et les MAS, qui accueillent les personnes jour et nuit. Donc les femmes, ce sont les foyers d'accueil médicalisés, et les MAS, les maisons d'accueil spécialisées. En principe, les MAS accueillent des personnes avec un handicap plutôt plus lourd que les femmes, mais sinon c'est le même principe. Alors, en plus des établissements médico-sociaux pour adultes, il y a des services. Donc les missions des services médico-sociaux, c'est d'accompagner la personne dans son intégration sociale et professionnelle. C'est un peu comme les CESAT pour enfants, ça permet d'accompagner la personne handicapée sur ses différents lieux de vie, à la maison, pour participer à des ateliers,
pour découvrir son milieu professionnel, des choses comme ça. Donc il y a 2 types de services médico-sociaux pour adultes, les SAVS et les SAMSA. Les SAVS, ce sont les services d'accompagnement à la vie sociale, et les SAMSA, les services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés. Les 2 fonctionnent à peu près sur le même principe, mais les SAMSA accompagnent plutôt des personnes plus handicapées que les SAVS. Il y a normalement une équipe médicale qu'on ne trouve pas dans les SAVS.